Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième journée. Avant de démarrer, je voudrais reconnaître la présence de Madame Henriette McDonald Walker de FCDO qui était là avec nous depuis hier. Madame Walker, merci beaucoup de votre présence, merci de votre soutien et tout. Nous allons démarrer donc la deuxième journée. Nous commençons par la session 4 qui est une session qui parle des avancées de l'intégration dans les 5 pays de l'Afrique centrale et de Madagascar. Alors, il y a 2 ans, les pays de l'Afrique centrale et de Madagascar ont rejoint la communauté de pratique, ont rejoint la dynamique de l'intégration des services. Ces pays ont travaillé et c'est le moment justement de parler des avancées de l'intégration dans ces différents pays. Cette session sera co-modérée par un couple présidentiel de la CDP, un passe-président et le président en exercice. Je voudrais donc avec votre permission inviter le premier modérateur de cette session, Dr Yves Armand Mongbo, médecin de santé publique spécialiste en vaccinologie avec plus de 30 années d'expérience pratique, dont 17 au sein de l'Organisation ouest-africaine de la santé, où il a accompagné les États membres de la CEDEAO à développer et mettre en œuvre des politiques et plans stratégiques dans le domaine de la SRMIA et de la santé des personnes âgées. Il a également largement contribué à la mise en place et au renforcement des groupes techniques consultatifs sur la vaccination dans la région. Dr Mongbo a été président du comité directeur de la communauté de pratique PFPP SMNI Nutrition d'août 2023 à octobre 2025. Du fait de sa Vax Experience, il a été retenu comme membre du groupe consultatif mondial sur les pratiques à haut impact en planification familiale depuis octobre 2025 à ce jour. Je vous prie d'accueillir Dr Yves Armand, médecin Mongbo. Alors nous allons inviter également le deuxième facilitateur, le deuxième modérateur de session, Dr Damiba Alain, médecin, dirige depuis juillet 2025 le Hub Afrique du Nord, de l'Ouest et du Centre de FP 2030 en tant que directeur exécutif, basé à Abuja. De 2021 à 2025, il a été conseiller santé senior à l'USAID Afrique de l'Ouest à Accra, en charge des programmes de planification familiale, santé maternelle et nutrition. Il cumule plus de 20 années d'expérience au sein de JPAIGO, où il a occupé plusieurs postes de leadership, dont vice-président senior programme et innovation et directeur Afrique de l'Ouest. Il est titulaire d'un master en santé publique de l'Université de Columbia et d'un MBA de l'Université Johns Hopkins. Recevez donc Dr Alain Damiba, président de la CDP, qui sera donc le deuxième facilitateur de cette session. Donc nous installons directement toute la session pour gagner du temps et qu'il n'y ait pas beaucoup d'aller-retour. Donc je vais maintenant laisser la parole au modérateur d'inviter les participants à cette session et démarrer la session avancée de l'intégration dans 5 pays de l'Afrique centrale et Madagascar. C'est à vous. Merci beaucoup, monsieur le modérateur principal. Nous allons solliciter une chaise supplémentaire. Voilà. Oui. Ça fait. Oui. Alors, bonjour à tous et à toutes. C'est très timide. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'espère qu'on a très bien dormi. Bon, on a quand même bien dormi, même si ce n'est pas très bien. On a bien dormi. Hier, nous avons eu 3 sessions très riches, très interactives. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la 4e session. Et comme l'a si bien dit le facilitateur principal, la session là va être consacrée à 5 pays, plus 5 pays de l'Afrique centrale, plus Madagascar, au total 6 pays qui nous ont rejoints récemment au sein de la communauté de pratique PFPP SMNI. Il s'agit de Madagascar, du Burundi, du Cameroun, du Tchad, de la RDC et de la République centrafricaine. Pour nous, ces pays qui nous ont rejoints montrent que nous avons
grandi, la famille a grandi, la famille PFPP, SMNI a grandi. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour inviter ces pays en 2 séries de 3 à partager avec nous le progrès qu'ils ont pu réaliser depuis lors. Depuis 2024, plus de 12 mois qu'ils nous ont rejoints et qu'ils ont enclenché le processus de l'intégration dans leurs pays respectifs. Et ce processus a été mis en œuvre après une analyse de la situation qui leur a permis de dégager les forces, les faiblesses, mais aussi les gaps à combler. Et au cours de notre réunion dernière de la communauté de pratique, ils ont identifié les actions prioritaires à mettre en place pour pouvoir entrer dans le processus. Alors, nous allons les inviter ici, par ordre, le Burundi, le Dr Annie Ndiankayi Saba. J'espère que j'ai pu bien prononcer. Il est le directeur du programme national de la santé et de la reproduction du Burundi. Il est dans la salle. Bon, s'il vous plaît, venez vous installer. Nous allons vous appeler les 6 en même temps pour gagner en temps. Cameroun, Dr Ebongo Ndje, directeur de la santé familiale. Mon ami, mon cher ami, merci. Vous allez applaudir cette fois ou bien à la fin vous allez les applaudir tous. Voilà. D'accord. Le Tchad, Dr Khadijat Ahmadaï Abgren. Bon, on y est arrivé. Merci beaucoup. La directrice de la santé et de la reproduction du Tchad. Il faut peut-être pousser un peu. La RDC, bon, nous avons la chance d'avoir le continent et aussi le pays. Il y a le continent et puis continent. Les deux vont nous dire qui est le continent et qui est continent. Nous avons aussi la RDC, Dr Anne-Marie Toumba, directrice du programme national de santé et de la reproduction. Alors, et en fait, non, Madagascar, Dr Toki Rajoelina, notre championne mondiale en PF. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure et elle va partager comment elle est devenue championne mondiale en PF avec nous. Vous voyez que les applaudissements vont être très nourris à la fin. Et enfin, la République centrafricaine, Dr Romaric Zarambo, directeur de la santé familiale et de la population. S'il vous plaît, veuillez installer nos 6 panélistes. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, moi, j'ai la charge d'interpeller 3 pays, Burundi, Tchad et Madagascar, à bien vouloir partager avec vous les progrès réalisés, les défis persistants, et puis aussi nous dire quelles sont les assistances éventuelles dont ils auront besoin pour poursuivre le chemin. Et en deuxième phase, Dr Damiba, notre cher président de la communauté de pratique, va prendre la suite pour la deuxième série pour les 3 pays restants. Si vous êtes prêts, moi aussi je suis prêt. Si vous êtes prêts, moi aussi je suis prêt. Voilà, merci beaucoup. C'est notre président qui le dit, Mathieu Kérékou. On lui a dit, 2e mandat, est-ce que vous voulez aller? Il dit, bon, si vous êtes prêts, moi je suis prêt. Alors, sans plus tarder, chaque pays, s'il vous plaît, cette fois-ci, nous allons être assez rigoureux sur le temps. Juste pour donner la possibilité aux participants de poser des questions et de tirer le maximum de vous. Donc, c'est 10 minutes par pays, mais si vous faites l'effort de rester dans 7 minutes, c'est magnifique. C'est bon? Si je vous coupe, ne dites pas que je suis méchant. Bon. Alors, sans plus tarder, j'espère que la présentation du Burundi est déjà positionnée. Nous allons inviter Dr Anani
Anani. Docteur Anani est en même temps aussi le représentant de la sous-région de l'Afrique de l'Est, non? Centrale, au sein du comité de l'Union africaine pour la SRMNIA. Docteur Anani, vous avez 7 minutes, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, docteur, pour la parole accordée. Et je profite de cette occasion pour saluer tout le monde et vous remercier de nous avoir associés dans cette bonne dynamique, donc pour l'intégration de la santé reproductive maternelle, infantile, et la PF en post-partum et en post-abortum. Voilà, je vais vous faire une brève présentation de la situation du Burundi, où nous avons une forte densité de la population. Vous pouvez voir sur les écrans avec un taux d'accroissement naturel de la population de 2,7%. Donc, une population qui était à 8 millions en 2008 et aujourd'hui, en 2023, en 2026, on est à 12 millions. Donc, c'est les données du recensement général de la population de l'habitat de 2024, avec un indice synthétique de fécondité de 5 enfants, 5 par femme. Donc, notre dernière EDES date de 2017. Donc, on prévoit faire une autre enquête démographique de santé qui va nous montrer la vraie situation. Avec la fécondité précoce chez les adolescents de 8% et des besoins non satisfaits de 30%. Donc, si on considère les deux indicateurs, ratio de mortalité maternelle, taux de mortalité néonatale, vous pouvez voir la situation. Donc, c'est toujours la donnée qui est produite par l'EDES 2017. Et puis, la proportion des femmes ayant reçu, donc c'est vraiment très bas, la proportion des femmes ayant reçu une méthode contraceptive avant la sortie de la maternité, nous sommes très bas, 2,4%. Taux de CPN 4 et plus, 42,8%, avec des accouchements en milieu de souhait de 86%, et le taux d'utilisation de la contraception d'une façon globale de 34,5%. Alors, je n'entre pas dans les détails pour gagner le temps, pour rappeler les priorités qu'on s'était fixées en 2024. Je vais directement au tableau qui montre les réalisations. Alors, est-ce que celui qui a placé l'appareil peut bouger un peu pour que je puisse lire facilement? On s'était fixé comme priorité d'élaborer des directives d'intégration de la PFPP, PFPA, et nous avons fait la mise à jour des directives et des modules de formation des prestataires en SONU en intégrant ces thématiques. Nous avons fait ça et les directives et les modules de formation des prestataires SONU intégrant la PFPP sont disponibles aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas inclus la nutrition. Deuxième chose, on s'était convenu de renforcer les capacités de 1000 formations sanitaires sur les thématiques de l'intégration. Nous avons pu renforcer 110 formations sanitaires et au total 547 prestataires de santé ont bénéficié de la formation, donc soit en moyenne 11%. Donc cela a été dû à l'insuffisance du financement pour pouvoir financer cette thématique de l'intégration. On avait également on s'était également donné comme mission de réviser les indicateurs et produire les indicateurs et des outils de collecte des données, harmoniser, intégrer les thématiques, ce qui a été fait à 100%. Alors, il reste pour le moment le renforcement des compétences des chargés du système d'information sanitaire pour une meilleure utilisation. On s'était également fixé la mission d'organiser une campagne intégrée
ce qui a été réalisé partiellement, parce que nous avons fait des cliniques mobiles intégrées dans 7 districts sanitaires sur les 49. Donc, on n'a pas dépassé les 7 districts sanitaires. Et puis, on s'était fixé également la mission d'organiser un mentorat clinique SONU intégrant les thématiques d'intégration. Donc, ce qui a été fait dans les réseaux, dans les centres 37 formations sanitaires qui se trouvent à réseau de maternité SONU. Et au niveau de chaque formation sanitaire, en moyenne, ces prestataires de soins ont bénéficié de cette formation Unicity. Et ce que je peux signaler est que le gouvernement a injecté 1,5 milliard de francs donc pour pouvoir pérenniser cette activité de mentorat clinique SONU intégrant la PF en post-partum, post-abortum. Et aujourd'hui même, à l'heure où je vous parle, cette activité est en train de se faire dans certaines formations sanitaires. On avait également fixé d'introduire l'auto-injection de Cyanapress dans les formations sanitaires et dans la communauté. Et nous avons pu élaborer le plan d'introduction. Nous avons également élaboré les guides de formation et les guides des clientes. Nous avons formé les prestataires. Et aujourd'hui, nous avons introduit à part l'injection de Cyanapress qui se fait au niveau de la formation sanitaire et au niveau de la communauté par les agents de santé communautaire, nous avons commencé l'auto-injection par la femme elle-même au niveau des zones pilotes dans 5 districts sanitaires. Nous sommes en train de mobiliser le financement pour que nous puissions aller à l'échelle par rapport à l'auto-injection. On s'était fixé également l'objectif d'organiser un forum de haut niveau des femmes leaders. Et ce qui a été fait, il y a eu un forum de haut niveau des femmes leaders et sous le haut patronage de son Excellence la Première Dame du Burundi, donc qui était centré sur les thématiques de planification familiale et la nutrition. Donc cette activité a été réalisée à 100% et les femmes leaders ont pris des engagements pour vraiment soutenir cette intégration qui doit être effective. Le forum a recommandé qu'il y ait un forum de haut niveau des hommes, leaders également, pour pouvoir inciter les hommes à soutenir leurs femmes, parce que dans ce domaine d'intégration de services, on a constaté que les hommes constituaient également l'obstacle, surtout en PF, en post-partum immédiat. Nous avons également organisé des cliniques mobiles communautaires dans ce district et au total 350 agents de santé communautaire ont été sensibilisés sur l'intégration. Toujours, nous avons eu un obstacle par rapport au financement qui était insuffisant. Les partenaires qui nous ont appuyés, c'est surtout UNEPIE, la Banque mondiale, l'ambassade des Pays-Bas au Burundi, l'UNICEF, l'Union européenne. Et on a pu mobiliser ce montant, mais la donnée n'est pas exacte étant donné qu'il y a des informations qu'on n'a pas pu avoir de la part de nos partenaires. Il y a également, comme je l'ai dit, le gouvernement qui a injecté 1,5 milliard de BIF. Et le gap n'a pas été bien dégagé puisqu'on n'a pas vraiment pu obtenir les informations concernant les budgets qui ont été utilisés parce qu'il y a des interventions qui ont été faites et on n'était pas au courant du budget qui a été utilisé. Alors, par rapport à l'intégration, on a atteint les 22 districts sur 49, mais la couverture à l'intérieur du district n'a pas été à 100%. Les uns étaient à 20%, 10%, 5%. Donc, mais on a pu couvrir les 22 districts. Les défis, c'est surtout l'appropriation de l'intégration par les différentes parties prenantes. Donc, il y a toujours résistance au changement, les uns restent dans la verticalisation, y compris les partenaires au développement qui veulent appuyer une seule thématique, par exemple le VIH seulement, le palud seulement, et
nous avons besoin vraiment que toutes les parties prenantes puissent vraiment comprendre la notion et l'importance de l'intégration. Il y a les financements domestiques et externes qui restent vraiment très limités. Et il y a également cette coordination des partenaires intervenants, ANESER, MENIANIT, PF. Il y a également l'absence d'une politique nationale intégrée, donc alignée sur les normes internationales, et l'absence des protocoles nationaux intégrés, et le manque de données pour vraiment l'utilisation. Alors, nous aurons besoin des appuis techniques, appui à l'élaboration et à l'harmonisation des protocoles, l'appui à l'élaboration d'une politique nationale intégrée et la capitalisation des bonnes pratiques pour une mise à l'échelle. Nous pouvons même faire une visite d'échange d'expérience dans vos pays qui ont déjà atteint un pas très élevé, donc pour pouvoir nous enquérir de la situation. Et même cette réunion qui est très importante vient de nous enrichir. On doit également réviser nos plans stratégiques. Par exemple, le plan stratégique SRMENIA n'intègre pas la nutrition. Alors, on devra voir comment le plan stratégique peut intégrer ça. Alors, en conclusion, nous voyons vraiment et nous sommes conscients de l'importance de l'intégration des services SRMENIA NUT et nous devons vraiment fournir des efforts et sensibiliser toutes les parties prenantes pour aller de l'avant comme vous nous avez donné l'exemple et je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Vous avez failli respecter le temps. Merci. Je vous demande de garder votre mal en patience et de noter vos questions. Et quand les deux autres vont finir de passer, nous allons faire des discussions pendant 15 minutes. Mais s'ils nous donnent plus de temps, on aura peut-être 20 minutes d'échange après les deux autres. Ça peut aller? Donc, avec le Burundi, nous avons vu les priorités qui avaient été arrêtées en 2014, qui tournaient autour du renforcement des capacités, mise en place des documents référentiels, et aussi la mise à jour du système national d'information sanitaire, mais aussi une forte action qui a été menée en impliquant la première dame et les leaders, femmes leaders. Merci beaucoup. L'assistance technique par rapport aux défis persistants a été soulignée. Merci Burundi. Veuillez encore lui reconnaître les efforts. Merci beaucoup. C'est maintenant le tour de Tchad, Dr Khadijat Ahmadaï Abgrene. Vous avez 8 minutes, s'il vous plaît, docteur. Madame la directrice. Merci. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Et on vous rend grâce au protocole observé. Donc, permettez-moi de vous partager ce que le Tchad a eu à faire pendant ce laps de temps, depuis la première réunion à laquelle le pays a assisté, celle de 2024. Et donc, ça c'est le plan. Ça a été partagé par les organisateurs. Et donc, en introduction, comme ça a été souligné par les uns et les autres, le Tchad aussi fait face à des défis persistants liés à la mortalité maternelle et néonatale. Donc, la dernière enquête que le pays a eu à faire, c'est en 2014, l'EDS, qui donne un ratio de mortalité de 860 et les récentes estimations des agences des Nations Unies. Donc, le taux de mortalité maternelle est de 740 pour 100 000 naissances vivantes. Et la mortalité néonatale, c'est de 33 pour 1000 naissances vivantes, l'EDS 2019. Et donc, ça constitue, comme je l'ai dit tout à l'heure, un problème majeur de santé publique. Et qu'en est-il de la planification familiale? Donc, la prévalence contraceptive est de 8,1. Ça, c'est pour l'EDS. Maintenant, l'annuaire statistique pour les données de 2024, c'est 19,21.
l'indice synthétique de fécondité, c'est toujours élevé, qui est à 6,4. Et donc l'objectif du pays pour d'ici 2030, c'est d'arriver à 4 enfants par femme. Et la planification du postpartum dans le système d'information sanitaire, c'est la planification familiale globale. Donc ce n'est pas scindé. Donc cet indicateur n'existe pas en tant que tel dans les 6 du pays. Et donc voici le rappel des priorités que le pays a eu à prendre en 2024. Donc je vais vous faire économie de la lecture parce qu'après, dans les avancées, ça a été repris. Donc lorsque nous allons parcourir qu'est-ce que le pays a eu à faire concrètement, toutes ces priorités-là vont revenir. Ok. Et donc la première priorité, c'est de rendre fonctionnel le réseau des maternités SONU. Qu'est-ce que le pays s'est dit? C'est vrai, il faudrait déjà que le BABA soit très fonctionnel. Et le récent monitoring que le pays a eu à faire en 2014, le 4e trimestre 2024, la fonction SONUP n'était pas complètement fonctionnelle. Donc, qu'est-ce qui manquait? Il manquait l'accouchement instrumental et les antihypertenseurs. Ces deux fonctions n'étaient que disponibles dans 37,5% des formations SONUP. Et aussi, le pays s'est engagé, à l'instar des autres pays, à intégrer le volet PPF et NUT dans la plateforme de coordination nationale. Donc, on a une plateforme nationale SRMNIA. Et auparavant, c'était beaucoup plus dédié à la santé de reproduction et de l'enfant. Donc, la vaccination, la nutrition n'étaient pas vraiment intégrées. Et donc, on a fait le plaidoyer. La présidence est présidée par le ministère du Plan et de l'Économie. La vice-présidence, c'est le secrétaire général de la Santé. Et donc, tous ces directeurs et coordonnateurs de programmes ont rejoint la plateforme. Maintenant, les défis, c'est qu'ils ne se sont pas encore appropriés. Ils sont comme des invités, mais pas comme des acteurs pleins de la plateforme. Aussi, en 3e priorité, c'est la prise en compte de l'intégration de la planification du postpartum dans les différents documents normatifs. Et qu'est-ce que le pays a eu à faire? Et donc, nous avons élaboré notre plan stratégique SRMNIA 2026-2030 et on a intégré bien évidemment la nutrition, la vaccination et l'aspect communautaire. Ça, c'est la 3e priorité. Maintenant, la 4e priorité, nous avons aussi révisé les outils 6 en fin de l'année 2025 et nous avons pris en compte maintenant l'intégration de ces indicateurs PFPP, SRMNIA, NUT. Et donc, les prochaines étapes, même le RMA aussi a été révisé. Et donc, les prochaines étapes, c'est de reproduire, de vulgariser tous ces documents et de commencer la collecte sur le terrain proprement dit lorsque les prestataires auront à offrir ces paquets intégrés. Et aussi, le directeur de santé communautaire était là en 2024. Donc, il s'est aussi engagé à ce que dans la révision du module de l'agent de santé communautaire, il faudrait que ça soit un manuel intégré. Et là aussi, l'exercice a été fait. Donc, nous utilisons tous les ASC pour les mêmes causes. Donc, il n'y a pas des ASC pour des programmes verticaux. Et aussi la nutrition qui s'est engagée à renforcer l'offre de services de nutrition au niveau opérationnel. Et maintenant, en termes de ressources et partenaires mobilisés, donc vraiment ça a été difficile d'avoir le budget consacré et surtout au niveau de l'État, nous avons dit qu'il y a une verticalisation du financement. Et donc chaque programme a son budget et c'est difficile d'avoir ces données-là. Donc nous n'avons pas pu avoir ces données. Peut-être qu'une fois le paquet intégré, qui a le plan d'action, c'est facile de quantifier qu'est-ce que nous avons eu à dépenser comme ressources financières. Donc voici, nous avons voulu un peu partager avec vous quelques... C'est parti. Donc, nous avons voulu bien partager avec vous le suivi de nos indicateurs, avec votre permission.
Est-ce que c'est compté dans mon temps ou bien? Ok. Ici, si vous avez vu, nous avons voulu ressortir les indicateurs de 2022 en 2025. Donc, grosso modo, la tendance est évolutive. Donc, si vous avez vu la couverture CPN1, nous avons quitté de 71 à 89,4. Et ici, il y a la CEPON qui est un peu en rouge. En 2022, c'est de 23. Nous sommes actuellement à 57,75. Je ne sais pas si le pointeur, ça marche. Mais non, il y a aussi non, excusez-moi, revenez sur... En dernier, juste en bas, il y a le taux d'acceptation de la planification du postpartum, qui est actuellement de 85,44. Donc, parmi toutes les femmes qui accouchent, celles qui ont reçu des conseils pour la planification du postpartum, 85,44 ont accepté une méthode. Ça, c'est un indicateur qui est là et que nous avons bien voulu partager avec vous. Donc, il y a les indicateurs de routine, les accouchements assistés, tout ça. Nous avons aussi les indicateurs de la vaccination, la nutrition. On n'a pas vraiment trouvé des indicateurs vraiment qui puissent parler. Sinon, souvent, c'est dans les enquêtes SMART. Dans les 6, la nutrition n'est pas trop explicite. Maintenant, qu'est-ce que nous retenons parmi comme cause ou bien comme facteur explicatif de cette tendance à la hausse des indicateurs? En 2021-2023, le pays a eu à organiser un dialogue sur la mortalité maternelle, donc qui a regroupé tous les acteurs, les religieux, les communautaires, les ministères sectoriels. Et à l'issue de ça, nous avons élaboré une feuille de route. Et chacun s'est engagé à jouer sa partition pour que vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'aucune femme ne meure en donnant la vie. Et donc le ministère, la présidence a mobilisé tous les partenaires pour renforcer les services de santé à travers les ambulances. Nous avons signé des mémorandums d'entente avec les religieux, avec les chefs traditionnels pour qu'ils communiquent au sein de leur communauté afin que la population puisse utiliser les services de santé. Et après, nous avons vraiment constaté que les indicateurs sont en courbe ascendante. Donc, c'est ce que nous avons bien voulu partager avec vous. Donc, voici nos défis. On a essayé de les catégoriser en termes de gouvernance. Comme ça a été souligné par mon collègue, il y a une faible coordination dans la mutualisation des interventions de programmes de santé qui interviennent dans la SRMNIA PF et aussi l'instabilité institutionnelle. En termes de défis financiers, il y a une forte dépendance du financement extérieur. Il y a un retard dans le financement des activités planifiées, mais également un retard dans le décaissement des fonds de l'État, qui est dédié aux activités de la santé reproductive et de la planification familiale. En termes de défis logistiques et sécurisation, il y a un retard de décaissement des fonds de contrepartie pour l'acquisition des produits de santé reproductive. Donc, il faudrait qu'on couvre les besoins non satisfaits en PF et la faible disponibilité, la faiblesse dans la chaîne d'approvisionnement de ces produits, de ces commodités jusqu'au dernier kilomètre. Donc, ça a été aussi souligné hier. Et donc, qu'est-ce que nous allons retenir? Nous avons assisté à une première réunion et donc le Tchad va vraiment consolider les acquis des années antérieures et aussi prendre bonne note de tout ce qui sera retenu comme recommandation. Et comme on a dit, au-delà des chiffres et des taux de couverture, l'enjeu majeur réside dans la coordination. J'en ai parlé tout à l'heure de la verticalisation des interventions. Et donc, notre engagement collectif pour 2026 doit se traduire par des actions concrètes sur le terrain afin de garantir un accès équitable aux soins des services de santé reproductive, maternelle, de la planification familiale, nutrition, pour toutes les populations de la région. Je vous remercie.
Merci beaucoup, docteur. Merci, madame la directrice. Vous avez respecté le temps en dépensant juste d'une minute. Merci. Les défis sont énormes, naturellement. Des ratios de mortalité maternelle très élevés. Vous le savez, il y a 5 catégories extrêmement élevées. Par la grâce de Dieu, aucun de nos pays ne fait partie maintenant de cette classification extrêmement élevée. Mais très élevée, nous avons encore quelques pays, notamment la RCA, le Tchad, que nous venons de voir. Mais les efforts sont en cours pour pouvoir adresser cela. Merci, directrice. Alors, sans plus tarder, je vais inviter, sous vos ovations, s'il vous plaît, notre championne mondiale pour la planification familiale, Madagascar. Non, c'est très faible, c'est jusqu'à Bogota. Voilà. Merci. Merci, docteur. Alors, Madagascar va nous partager les progrès réalisés, les défis persistants, mais surtout aussi, comment est-ce que, en 2 ans, ce pays a pu faire un bond qualitatif de 10 points, en quittant 40% taux de prévalence contraceptive pour se retrouver à 51%. Docteur Rajolina, vous avez la parole. 10 minutes, s'il vous plaît. Le reste, ça peut se dire dans les échanges. Merci. Merci, monsieur le modérateur, de nous avoir passé la parole. Mesdames et messieurs, honorables assistants, en vos grades et rangs respectifs, l'honneur m'échut de vous présenter les avancées de l'intégration de PFPP-SMNIN à Madagascar. Excusez-moi. Donc, comme contexte, à l'instar des pays africains, Madagascar fait face effectivement à une forte mortalité maternelle et 10 femmes par jour meurent au cours de l'accouchement ou de la grossesse, dont 3 sont des adolescentes et des jeunes de moins de 19 ans. Face à cela, un des grands défis par rapport à cette mortalité maternelle, c'est vraiment un défi à l'utilisation de services, comme nous voyons sur la graphique. Effectivement, l'utilisation des accouchements surtout et des suivis de grossesse au niveau des formations sanitaires pose encore un grand problème. Et comme vous voyez, seulement 3 sur 10 femmes accouchent au niveau des centres de santé au fil des années. Au fil de ces 5 dernières années, nous n'arrivons pas à vraiment atteindre les objectifs de EUNE même, qui stipule que pour un accouchement sécurisé, il faudrait au moins 90% des femmes qui accouchent au niveau des formations sanitaires. Mais avec cela aussi, l'utilisation de l'adhésion même de la planification postpartum est très basse aussi. Moins de 3% des femmes donc adhèrent à la planification familiale immédiatement après l'accouchement. Mais c'est vraiment déjà l'adhésion, l'indicateur ici, mais non pas le counseling, parce que au niveau de notre système d'information sanitaire, nous n'avons pas encore d'indicateur sur le counseling mené au cours des accouchements ou bien des CPN ou des CPON. Quant aux efforts de Madagascar pour la promotion de la planification familiale, comme notre modérateur vient de le dire, Madagascar donc fait preuve d'un engagement politique assez fort, très fort, pour la promotion de la planification familiale, qui a permis donc une approche multisectorielle et a permis ce bond en 2 ans de 41% de taux de couverture contraceptive en 2023 à 51% actuellement en 2025, et ça frôle maintenant les 52%. Ce bond
a été obtenu grâce à cet engagement politique fort, mais aussi à l'approche multisectorielle et mais aussi, bien sûr, à la disponibilité des produits contraceptifs grâce à la mobilisation des partenaires techniques et financiers et à l'engagement de l'État à travers les compacts avec UNFPA par exemple. Et tout cela nous a amené, comme monsieur le modérateur l'a dit, à être primés lors de l'ICFP de l'an dernier à Bogota, un prix sur le leadership et l'innovation qui a été décerné pour Madagascar. En matière de priorités partagées en 2024 lors de la 5e réunion régionale qui s'est tenue à Lomé, donc les priorités du pays étaient d'atteindre un taux de couverture contraceptive à 50% en 2024 et d'implémenter l'intégration de PFEP-SMNIN, entre autres priorités bien sûr. Pour les avancées sur la 5e réunion régionale, nous accusons du retard pour l'implémentation, pour la mise en œuvre, comme vous voyez sur le partage de l'avancée là. Ce que nous avons pu faire donc comme inscrit dans les perspectives lors de la réunion, c'est vraiment la réunion d'orientation des parties prenantes pour l'intégration effective, couplée au plaidoyer et couplée au plaidoyer pour la mise à jour des outils de gestion nécessaires. Ça a été déjà réalisé et grâce à l'assistance technique prodiguée par Intra-Health et à travers aussi FP 2030, nous avons pu donc faire l'état des lieux des outils de gestion à mettre à jour et aussi un plan d'action budgétisé pour la phase test et actuellement, le groupe de travail technique pour l'intégration est en cours de mise en place. Pour le reste des activités, ça a été retardé à cause de beaucoup de paramètres dedans, y compris donc, comme vous le savez, le chaos qui est survenu dans le pays pour l'année dernière. Mais la perspective, c'est que au cours de ce mois de février ou ce mois de mars, nous allons nous allons organiser l'atelier d'adaptation des outils de gestion et des modules de formation d'intégration pour vraiment démarrer vraiment les activités d'implémentation. En matière de partenaires et ressources à mobiliser, les ressources mobilisées auprès des partenaires, c'était surtout à travers FP 2030, Intra-Health et IPAS. Nous avons pu mobiliser à peu près 13 000 $. On a pu donc faire 2 réunions pour l'état des lieux et pour l'élaboration du plan d'action budgétisé. Pour les ressources domestiques, à travers le budget de l'État, le montant n'est pas déterminé parce que c'est compris dans le fonctionnement général de la direction et du ministère. Pour les besoins de financement, le plan d'action budgétisé est disponible et ça s'élève à environ 486 000 $ pour la phase test tout d'abord, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons faire l'atelier d'adaptation des outils de gestion et des modules de formation et nous allons tout d'abord faire un test auprès de quelques districts pour l'appropriation et la compréhension de ces outils mis à jour. Et ce montant comprend aussi le renforcement en infrastructure et en matériel et équipement au niveau des centres de santé identifiés pour le test. Pour la couverture géographique, donc, comme nous n'avons pas encore vraiment implémenté l'intégration, mais par contre, la proposition en cours pour cette phase test, c'est une phase test au niveau d'une région
appuyé par le projet WISH2. Pourquoi? Parce qu'avec le projet WISH2, quelques formations sanitaires pourront être appuyées en matière de matériel technique et équipement, en matière de disponibilité d'intrants et de médicaments. Et cette phase pilote va couvrir 3 districts et avec 2 formations sanitaires dans chaque district et 2 centres hospitaliers de district. Comme défi, comme vous l'avez sûrement donc déduit, c'est le financement du plan d'action budgétisé. On est en cours de vraiment mobiliser tous les partenaires pour nous appuyer par rapport à cette mise en place. La multiplication des outils de gestion mis à jour, et on est sur le point de réflexion tout de suite sur la digitalisation pour éviter donc cette reproduction massive d'outils de gestion. La coordination des interventions entre santé et nutrition au niveau communautaire, et le défi aussi, c'est le faible taux de CPN1, de CPN4 et accouchement au niveau des centres de santé. Et même, c'est le dessein même pour nous de cette intégration, c'est de favoriser cette demande d'utilisation de services à travers donc cette intégration, comme nous l'avons vu hier avec le témoignage lors de la campagne nationale au niveau de Burkina Faso et de Mali, que les cibles étaient vraiment contents d'avoir un seul paquet lors d'une visite. Et donc, nous espérons vraiment que cette intégration pourra faire force de demande au niveau des cibles. Et il y a aussi le manque d'indicateurs de suivi du système de référence et contre-référence, et la formation des agents de santé, des agents communautaires à grande échelle, parce que toute formation présentielle donc mobilise beaucoup de financement, et c'est pour cela ma question d'hier, quid de l'e-learning? Pour les besoins d'assistance technique, donc une assistance technique, nous requérons une assistance technique par rapport à l'atelier d'adaptation et à la digitalisation des outils de gestion, tels que les registres électroniques. Et voilà donc principalement notre besoin d'assistance technique. Et en conclusion, Madagascar s'adhère vraiment à la stratégie et nous sommes vraiment sur la bonne voie pour cette mise en place. Merci, monsieur le modérateur. Merci beaucoup à Madagascar. Et merci pour tout ce que vous faites pour améliorer la santé des mères et des enfants. S'il vous plaît, sous vos ovations. Voilà, nous avons fini les 3 présentations. C'est maintenant le moment de questions-réponses. Je pensais pouvoir gagner du temps avec elle, mais on n'en a pas gagné. On aura juste 15 minutes. Juste 15 minutes pour les questions-réponses. Et ensuite, maintenant, la deuxième série va se poursuivre. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Je vais poser moi-même ma question aux 2. Mais chacun aura droit à juste une question, s'il vous plaît. Mais profitez de ces présentations. Puisque nous sommes ici, c'est pour faire échange des expériences, pour apprendre les uns des autres. Donc, comme je vois beaucoup de mains levées, et le facilitateur principal va m'aider à prendre les noms. Je sais qu'il est très rationnel dans la distribution du panel. Flavien. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Nous prendrons 5 interventions. 5. Okay. 1, Docteur Agossou. 2, 3, Adjudjé. Une seule personne par table. La table qui est au fond, là, entendez-vous? Le nom? Samake. Oui, madame? Oui, c'est vous. Il paraît qu'il faut prendre 3 femmes, 2 hommes. 3 femmes, 2 hommes. J'ai déjà 2 hommes. Donc il reste 3 femmes. Donc je prends les 3 femmes qui sont ici. Donc, docteur Kaba. C'est madame Annie, c'est ça, hein?
Et enfin, Madame Salamatou. Docteur Agosso a la parole. Oui, pour utiliser. C'est bon? Les 5, c'est noté? Oui, c'est bon. D'accord. Okay. Alors, merci. Ma question, c'est surtout au niveau pour le Tchad. Nous avons compris que le ratio de mortalité maternelle est très élevé et des efforts sont en cours, mais votre gros défi, à travers votre présentation, c'est l'appropriation et puis la verticalisation. Qu'est-ce que vous pensez mettre en place comme action pour pouvoir vraiment adresser cela? Merci. Docteur Agosso, votre question? Okay, merci beaucoup. Donc, la précision et la concision. Vous voyez, j'ai donné l'exemple. J'ai dit le pays concerné et j'ai été précis et concis. Merci. Oui, ça va être dans ce sens-là, merci. Et ma question s'adresse à Madagascar, où nous avons vraiment apprécié le bond de 10 points en 2 ans. Mais je n'ai vraiment pas aperçu dans la présentation ce qui a justifié les facteurs qui ont favorisé ce bond-là. Parce que le taux d'accouchement d'information sanitaire est faible, CPN est faible, c'est vrai, on n'a pas d'informations sur la consultation de son sein, mais si c'est aussi faible, ça veut dire que les portes d'entrée sont faibles, l'intégration, comment est-ce que l'intégration, ça veut dire que l'intégration ne pourra pas aider à gagner plus de points. Mais alors, quels sont les facteurs qui ont favorisé ces 10 points-là en 2 ans? Je n'ai vraiment pas perçu ça dans la présentation. Merci. D'accord. Monsieur Samaké. Merci, monsieur le modérateur. Merci. J'avais une proposition pour le Burundi. Par rapport à la question d'intégration des modules de nutrition au niveau de SMNI, j'allais proposer qu'ils procèdent par niveau, c'est-à-dire faire des modules pour les prestataires et faire des modules aussi pour les agents de santé communautaires. Et en ce moment, on fait des paquets par niveau. En tout cas, au Mali, c'est ce que nous avons fait et ça donne vraiment de bons résultats. Merci. Merci beaucoup, Madame Estelle. Merci bien. Ma question s'adresse au Tchad. Ils ont dit qu'ils n'ont pas pu prendre en compte les indicateurs de nutrition, alors qu'il y a des indicateurs qui peuvent permettre de suivre des petites actions faisables, notamment la mise au sein précoce et le counseling aussi sur l'allaitement. Donc, ils pouvaient prendre ça en compte au lieu d'attendre les enquêtes SMART qui ne sont pas sûres et qui sont coûteuses aussi. Merci. Merci beaucoup, Dr Kaba. Merci beaucoup aux différents présentateurs. Ma question s'adresse au Burundi. C'était de savoir pourquoi la nutrition n'a pas été intégrée dans les modules de formation. Merci. Merci beaucoup, Madame Annie. Ok, je suis aussi dans la direction du Tchad. Je tiens à féliciter le Tchad pour cette expérience inspirante. En tant que représentante de la FASFAF, nous savons que la sage-femme est au cœur de la réduction de la mortalité maternelle, mais qu'elle est souvent confrontée aux barrières sociales que vous avez évoquées. Alors ma question est la suivante. Lors de votre dialogue national, quelle est la place qui a été réservée ou accordée à la sage-femme par rapport à la prise de la parole ou son rôle dans la société pour assurer les leaders religieux et les autres sur la sécurité et la bienveillance de ces soins pour les femmes? Merci. Merci beaucoup. Madame Salamatou. Bonjour, merci pour la parole. Elle a un peu effleuré ce que je voulais dire, c'est par rapport à la présentation du Tchad. J'étais émerveillée d'entendre le mémorandum avec les chefs religieux sur l'utilisation en général du service de santé. Mais je voudrais savoir la position de leur pays par rapport à la planification familiale en particulier, parce que c'est un grand défi pour notre pays, le Niger. Et le deuxième petit point, c'est par rapport à la présentation du Madagascar qui a parlé d'un plaidoyer financier pour leur plan d'action budgétisé. Nous sommes au Niger en train d'élaborer le nouveau
plan national budgétisé de 3e génération et nous avons vraiment un gap important de financement. Et c'est important de faire ce plaidoyer ici à qui veut l'entendre pour nous aider à l'intégrer dans l'écriture du nouveau PANB qui a commencé au Niger. Merci. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci beaucoup. Je crois que les présentateurs et présentatrices ont assez de temps pour adresser les questions qui leur ont été posées. Et sans plus tarder, je vais les inviter dans l'ordre de présentation, dans l'ordre de questions. Je vais d'abord donner la parole au Tchad pour adresser les questions qui lui ont été adressées. Merci. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Aussi, merci aux uns aux autres pour l'intérêt porté à ce qui se fait au niveau du Tchad. Par rapport à la première question, déjà, comme je l'ai dit, il y a eu l'organisation du dialogue et j'ai dit tout à l'heure que tous ces programmes verticaux ont intégré la plateforme de coordination SRBNIA. Donc, elle se réunit 3 fois, tous les 3 mois et on fait le bilan de tout ce qui est intervention dans le cadre du domaine de la santé reproductive, maternelle, néonatale, planification familiale et nutrition. Et nous avons aussi commencé depuis l'année passée les supervisions intégrées qu'on fait avec la direction de la vaccination, avec la PTME. Et bon, la nutrition, vraiment, on n'a pas pu travailler concrètement avec eux pour les supervisions intégrées. C'est des programmes verticaux, ils ne sont plus très reliés à la SR. Et nous faisions aussi des campagnes intégrées, SRPF, vaccination, nutrition. Et ça aussi en stratégie avancée, mais en mobile. Et aussi, dans l'année, on prend 2 semaines pour sensibiliser et aussi offrir l'offre de services intégrés aux populations nomades, les insulaires, tout ça aussi en zone humanitaire. Et ça, c'est grosso modo ce qui est en train d'être fait, à part tout ce qui est renforcement des services de santé, ou sous le leadership des autres autorités de l'État. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits dans ces cadres. Et par rapport aux données, actuellement, j'ai dit tout à l'heure que la dernière enquête, c'est 2014-15. Donc, le pays est en train d'organiser l'EDES. Et j'espère que on sera un peu... on va aussi s'aligner avec les autres. Donc, nous attendons les résultats qui vont découler de cette enquête. Et par rapport aux indicateurs de nutrition, tout à l'heure, moi, j'ai dit que le pays a révisé les outils 6. Et donc, nous avons maximisé les indicateurs de la santé maternelle, néonatale et infantile. Donc, tous ces indicateurs-là ont été déjà intégrés. Mais ce n'est pas encore effectif sur le terrain. Et donc, nous ne pouvons pas vous présenter. Peut-être que lors de la prochaine session, nous allons partager avec vous qu'est-ce que le pays a pu accomplir aussi. Ça, c'est de 2. Je reviens par rapport à la place de la sage-femme. Lors du dialogue, nous avons non seulement associé l'association des sages-femmes, mais celle des gynécologues, des pédiatres. J'ai dit tout à l'heure, toutes les parties prenantes. Et donc, la sage-femme restera le premier contact de la femme, mais également du nouveau-né. Maintenant, peut-être que je vais profiter. Souvent, j'ai des discussions avec les sociétés savantes. Je leur dis, à l'instar des autres pays, c'est eux qui mettent la pression au gouvernement, au ministère de la Santé. Mais, à mon avis, je pense qu'une faible appropriation même des, je ne sais pas, des recommandations, des interventions qui se font au niveau régional et mondial. Donc, on n'a pas ces feedbacks-là des sociétés savantes. Ils ne viennent pas auprès du ministère pour nous mettre la pression. Et donc, quelquefois, c'est nous qui les invitons. Oui, il faut vraiment que peut-être qu'il y a la phosphate, la SAGO qui est là. Donc, il faudrait qu'on ait cette pression pour que les gouvernements puissent aussi s'aligner. Donc, j'espère que vous allez porter ma voix aussi auprès de votre confédération régionale. Pour le, je ne sais pas... la position du pays par rapport oui, à la par rapport à la PEV. Bon, les religieux, il y a le Conseil supérieur des affaires islamiques. Avec eux, maintenant, c'est top. On a même un argumentaire religieux en faveur de la PF,
qu'on a élaboré avec eux. Et donc, toutes les formations confessionnelles à caractère religieux, elles offrent la PF sans problème, toutes les méthodes. Maintenant, le gros problème, c'est avec les catholiques. C'est Emmet, entendre des églises des missions évangéliques du Tchad. Eux, ils n'offrent pas, en toute sincérité, ils refusent jusqu'à maintenant d'offrir la PF dans les formations sanitaires. Donc eux, ils orientent les femmes vers les formations sanitaires qui offrent la PF. Mais eux, ils n'ont pas de méthode dans leur formation sanitaire. Donc les accouchements, tous les autres paquets, il n'y a pas de problème. Mais il y a un travail qui est en train d'être fait. Donc on continue le plaidoyer pour que vraiment, que tous les religieux puissent vraiment nous aider à ce que la PF ne soit plus, que la religion n'impacte pas sur l'offre de services PF. C'est fini, non? Oui, c'est bon. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une autre question à laquelle S'il reste, vous allez continuer pendant la pause. Merci. Merci beaucoup. Je vais donner maintenant la parole à mon ami Anani. Il a eu juste 2 commentaires en fait. Ce sont des commentaires, mais s'il a une réaction là-dessus. Merci. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Donc, je salue la contribution du Mali donc, pour pouvoir assurer l'intégration de la nutrition. Je voudrais vous informer que pour réussir l'auto-injection, dans Sayana Presse, nous avons effectué une visite au Burkina Faso. Donc, ça nous a beaucoup aidé pour vraiment implémenter l'auto-injection à partir de la formation sanitaire jusqu'au niveau des agents de santé communautaire et aujourd'hui nous sommes à l'auto-injection. Donc je profite de l'occasion pour remercier le Burkina Faso pour nous avoir aidés à avancer. Je pense que si cela est possible, on pourra même organiser une visite d'échange d'expérience au Mali pour s'enquérir de la façon dont ils ont procédé pour réussir le pari. Donc, par rapport à la question de la non-intégration de la nutrition, donc, il y a toujours résistance au changement. Donc, c'est ça le grand problème. Donc, la santé est appuyée par les partenaires à plus de 50%. Donc, nous, on propose la participation de tout le monde, mais il y a, par exemple, un partenaire qui dit ça, c'est non éligible. Donc, il y a toujours cette verticalisation des interventions et il y a toujours cette volonté manifeste de séparer la santé et la nutrition. Mais moi, j'ai toujours dit qu'on ne peut pas réussir, par exemple, la nutrition, résoudre les problèmes de nutrition à les dissocier des problèmes de la planification familiale. Donc, si on a une démographie galopante, vous comprenez qu'il y a des conséquences sur la nutrition. Alors, on continue à sensibiliser les partenaires qui financent la nutrition pour pouvoir s'intégrer dans le cadre de l'intégration des services SRMNIA-NUT. Et nous pensons que la mise en place des... Vous avez juste eu deux contributions. Ah, ok. Contributions, merci. Merci. Nous allons donner maintenant la parole à Madagascar, qui a reçu une grande question. Vous avez fait un bon qualitatif de 10 points en 2 ans, mais on n'a pas vu les facteurs qui ont réellement facilité cela, les facteurs facilitants. Merci. Merci, monsieur le modérateur, de nous avoir donné la parole et merci pour la question. Effectivement, comme j'ai dit, le défi, c'est l'utilisation de services. Et pourquoi donc l'APF ne connaît pas ce défi-là? Au fait, si vous avez remarqué, effectivement, c'est à partir de 2024, de 2023, 2024, ce bond-là. Et comme historique un peu, en 2024, lors de nouveau mandat de l'ancien président, l'APF était portée vraiment dans la politique générale de l'État. Et dans les 100 premiers jours de son mandat, il a été institué une campagne nationale de 100 jours en planification familiale. Et cette campagne de 100 jours-là a permis la mobilisation de tous les secteurs, a permis la mobilisation. Nous avons donc initié, renforcé les soins de proximité
presque chaque semaine, les centres de santé font des soins de proximité au niveau des communes, au niveau des marchés et tout cela. Il y avait aussi la mobilisation des partenaires de mise en œuvre à travers les différentes cliniques mobiles, PSI, UNFPA, Maristops et tout ça. On s'est tous coordonnés pour vraiment couvrir en dehors de la formation sanitaire tout cela. Il y avait aussi donc les caravanes médicales. Nous avons pu bénéficier de 3 sessions de caravanes médicales, si je me souviens bien, en 2024. Et à travers les approches multisectorielles, des sensibilisations ont été faites au niveau des associations de femmes, au niveau des associations des jeunes, au niveau des maisons des jeunes. Donc, c'est cet élan national qui a fait donc ce bond de 10 points. Et à partir surtout de cette approche multisectorielle, nous avons pu gagner plus de 30% des utilisatrices régulières habituelles, des nouvelles utilisatrices. Donc, en dehors des formations sanitaires. Donc, c'est pour cela que il faut approcher les gens donc, dans notre contexte. Il y a des contextes de communes éloignées, de communes enclavées et tout cela, et il faut les approcher. Et alors que ce dynamisme-là est difficile à maintenir, faute de moyens. Parce qu'au cours des 100 jours de campagne, nous n'avons pas, les prestataires n'ont pas été payés, il n'y avait pas d'indemnité de déplacement ou tout ça. Voilà. Donc c'est difficile à maintenir. Merci. Merci beaucoup pour Madagascar. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, il y a une deuxième série de questions, de présentations qui va suivre. Et nous avons les pauses également. Si vous avez toujours des préoccupations, des soucis, vous pouvez les approcher à la pause pour échanger avec eux. Donc, nous allons donner place à la deuxième série. J'invite mon président pour la suite. Docteur Dabiba. Merci. Merci, Docteur Mongbo. Bon, nous allons continuer sur notre lancée avec le Cameroun, pays continent. Docteur Ebongo Nandje, qui est le directeur de la santé familiale du Cameroun. Vous avez 7 minutes pour nous faire le point sur les progrès réalisés par le Cameroun depuis la dernière rencontre. Oui, allez-y. Vous avez besoin du micro? Ça va. Okay. Merci, Monsieur le Président des séances. Chers co-panélistes, chers participants, nous allons vous présenter la situation du Cameroun depuis 2024. En introduction, donc, le Cameroun, c'est une population de 29 millions d'habitants avec un indice synthétique de fécondité de 4,8. Là, j'ai des problèmes de vue là. Les femmes en âge de procurer font presque 25% de la population et que le taux de mortalité maternelle, d'après les 2018, est à 406 par 100 000 naissances vivantes. Et il faut aussi mentionner en passant que selon les dernières estimations des institutions onusiennes, ça donne le Cameroun à 258. Donc ça fait près de 60% de baisse. Donc c'est un progrès énorme. Et qu'au Cameroun, le taux de prévalence contraceptive moderne est de 20,3%. Mais nous avons fixé la cible à l'horizon 2030 à 35% et que le taux de prévalence contraceptive moderne chez les jeunes, chez les adolescents jeunes est de 9,2%.
Le choix éclairé sur la méthode PF chez les femmes, nous avons 56% de femmes qui donnent le consentement éclairé. Et les hommes, à 54%, sont exposés au message de PF par rapport à 40% chez les femmes. Et que les besoins sont non satisfaits restent bas, 18,2%. Et la demande en PF, c'est 42%. Et à présent, nous avons 1 300 000 utilisatrices. Et la prise de décision chez la femme est calculée à 26%. C'est-à-dire que la femme est capable de prendre la décision elle-même. 84% des formations sanitaires offrent plus de 5 méthodes contraceptives modernes. Et nous avons les méthodes qui sont en vogue au Cameroun, c'est les préservatifs masculins, les injectables et les implants. Si vous voyez la coupe qui est au milieu là, ce qui est intéressant, c'est que depuis 2004, les méthodes modernes ont pris le dessus sur les méthodes traditionnelles. Et qu'en 2023, nous avons lancé officiellement nos engagements pour FP 2030. Alors, nos priorités depuis 2024, c'est la qualité des prestations en planification familiale, postpartum, la formation des différents prestataires et les ACP en gestion des données et en stock, la disponibilité en entrant dans les FOSA et dans la communauté, et la formation pour la remontée des données, pour le partage, ainsi que pour le stockage. L'harmonisation et dissémination des outils de communication, la révision des documents normatifs, les OOP et les opérationnels, les réunions stratégiques de coordination, la gratuité des services dans les unités de santé de la reproduction chez les adolescents, surtout dans les universités. Depuis 2024, il y a eu les avancées quand même depuis la dernière réunion régionale de 2024 au Togo. Premièrement, il y a eu la formation des différents prestataires et les ACP, les gestionnaires des données, et nous avons jusqu'ici formé près de 3000 prestataires, près de 10 000 ACP et près de 114 gaz formés. Et ce qu'il faut noter aussi, il y a la disponibilité des produits PF dans les 10 régions du pays. Le Cameroun compte 10 régions. Et que il y a le suivi évaluation qui est en cours, qui est en continu. Et ce qui est important de relever, c'est que avec la signature du Country Compact du pays, nos pays ont signé le Country Compact qui assure la disponibilité des produits SRPF pour essayer d'endiguer les ruptures de stock qui sont fréquentes. Mais à présent, ces ruptures-là sont un peu contrôlées. Et il y a eu la mise à jour du plateforme DHIS2 qui met en place un sigle électronique fonctionnel et une nouvelle action SINAM en cours de signature. Le SINAM, c'est le système national des médicaments. Voilà. Donc, le système national des médicaments, la politique de gestion des médicaments dans le pays, c'est une instance supérieure qui gère tout ça. Et que il y a l'harmonisation et dissémination des outils de communication qui sont en cours. Il faut ajouter la révision des documents normatifs et tous les normes et standards en SRPF. Il y a un plan opérationnel PF 2025-2030. Il y a
une stratégie nationale sur la SBC en PF. Il y a un plan de génération de la demande en PF. Il y a des protocoles et algorithmes en SR et PF. Nous avons réalisé avec l'UNFPA un document pour l'investissement en PF. Et aussi le Total Market Approach que nous avons réalisé, qui nous a donné beaucoup de renseignements à propos. Et il y a eu les réunions stratégiques de coordination à tous les niveaux, chez les OSC ainsi que chez les jeunes. Et ces réunions sont en continu. Et au niveau central, se tient chaque trimestre avec des acteurs de mise en œuvre de la PF, mais c'est un peu faible chez les OSC et les jeunes. La gratuité des services dans les unités de santé de la reproduction des adolescents qui en continu, la plupart, c'est tout à fait normal parce que ce sont des adolescents jeunes qui sont dans les universités, dans des collèges, qui pour le moment ne travaillent pas. Ils dépendent de leurs parents. Donc, après la signature de la lettre du ministre, le pays a déjà créé 149 unités de santé de reproduction des adolescents jeunes. Concernant le partenariat et les ressources mobilisées, nous travaillons en collaboration partenariat avec l'UNFPA et CHAI, GIZ, et ces ressources mobilisées auprès des prestataires financiers sont pour l'intégration des services. Les montants sont mentionnés là-dessus. Et il y a aussi les montants, les revenus propres ou bien la contribution propre de l'État à travers le ministère de la Santé publique. Et il faut noter que chaque année, nous mobilisons, le pays mobilise, ou bien il y a un gap de 1,533 milliard chaque année qu'il faut mobiliser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'UNFPA aussi, nous avons eu le Matching Fund cette année, et qui monte le Cameroun à près de 500 millions de nos francs pour les intrants. Et c'est en cours déjà. Docteur Ebongo, vous avez 1 minute pour conclure. Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président. Et nous nous déployons dans toute la région, dans tout le pays, dans les 210 districts de santé sur les 215. Donc les défis, l'insuffisance de ressources financières, logistiques et humaines, les insuffisances en personnel formé, coût élevé des services dans les USRA, faible communication et insuffisance des outils de communication, le système de collecte de données qui est un peu insuffisant, le document normatif, il y a encore des documents normatifs à valider, non-fonctionnalité de SIGL dans plusieurs districts du pays à cause de la non-connectivité, la non-disponibilité des données en secteur privé qui ne trouve pas profitable à s'engager dans la PF parce que les produits sont la plupart du temps gratuits et la non-mise à jour de cartographie des acteurs intervenant dans la PF. Et que nous avons besoin d'assistants pour valider les données, réviser les documents, multiplier les campagnes de cliniques mobiles. Nous avons accueilli des cliniques mobiles. S'il vous plaît, oui. Voilà. Et qu'est-ce que nous attendons? Beaucoup d'impact, approche intégrée de tous nos efforts, une action collective, de suivi et évaluation en continu et la pérennité de nos efforts. Je vous remercie. Merci, Docteur Ebongo. Compte tenu du temps qui nous reste, je pense que je vais aller vite. Je vais me tourner vers la République démocratique du Congo, Docteur Anne-Marie Toumba, qui est directrice du Programme national de santé de la reproduction. Alors, vous avez 7 minutes. Hein. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à l'assistance.
je vais aller rapidement pour vous présenter. Déjà, je tiens à remercier la communauté de nous avoir associés pour vraiment un bon partage. Nous, on apprend de vous dans cette intégration des services pour les meilleurs résultats afin d'arriver à la réduction des décès maternels. La planification familiale, voilà, merci beaucoup. Voilà. La République démocratique du Congo fait face, comme on le sait tous, à d'énormes défis pour la santé de la mère et du nouveau-né. Ici, malheureusement, je ne vous ai pas mis, ou malheureusement, heureusement, je ne sais pas, je ne vous ai pas mis les chiffres. Mais les taux de décès maternels restent assez élevés parce que l'EDS, le dernier EDS 2023-2024 nous a donné les chiffres de 746 alors qu'on était déjà à 500. Il y a des effets yo-yo. Et le décès néonatal, il est à 29. La mortalité infantile reste à 56, elle est en baisse. Et il y a une faible utilisation de la planification familiale de postpartum à 6%, alors que c'est une stratégie que nous utilisons déjà depuis quelques années, mais on avait difficile à avoir un financement pour ça. Les besoins non satisfaits en planification familiale restent élevés à 32%. Et la malnutrition chronique touche une grande proportion des enfants, à peu près un enfant sur deux, et ce qui aggrave la mortalité des enfants et les femmes enceintes et allaitantes restent les plus vulnérables à ces carences nutritionnelles. D'ailleurs, je rentre demain et vendredi, je pars en province pour... nous allons lancer une campagne intégrée de planification pour booster la planification familiale et la malnutrition avec la supplémentation de fer acide folique parce qu'on se rend compte que malgré les efforts, les indicateurs ne bougent pas. Alors, nous avons un contexte de crise humanitaire sans précédent avec plus de 7 millions de déplacés internes. L'insécurité et ses contraintes économiques perturbent la continuité des soins de santé et surtout des nutritions. C'est pour ça que pour nous, c'est une belle opportunité de l'intégration de cette planification familiale de postpartum avec tous les services de l'enfance, SMNREA, qui constitue un levier stratégique dans l'atteinte des ODD. Les priorités, je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'on les a définies en 2024 quand nous avons rejoint la communauté. Et je vais passer rapidement sur les priorités. Je vais aller dans les actions. Voilà, dans les avancées depuis cette réunion. Nous avons mis comme action prioritaire, c'était mobiliser les ressources additionnelles pour le financement de la santé du couple mère et enfant. Et l'état de réalisation, les plaidoyers ont été faits avec les bailleurs des fonds et le gouvernement. Le gouvernement venait de lancer en septembre 2024 la gratuité des soins d'accouchement et de maternité autour de la grossesse et du nouveau-né jusqu'à 1 mois avec 42 millions de dollars directement par le président de la République. Et ça, le premier levier, c'était les soins au nouveau-né et à la mère. Nous avons obtenu aussi quelques fonds additionnels avec les bailleurs CIF à travers le partenaire IPAS pour les soins post-abortum. Les soins post-abortum, donc la planification familiale du post-abortum, FPP. Et nous avons aussi obtenu les fonds avec le bailleur PARS pour la formation et l'offre de services intégrés de planification familiale dans 4 provinces additionnelles. Qui sont, voilà, ils sont là, les provinces. Mais à côté de ça, nous avons aussi un financement avec la Banque mondiale pour le projet multisectoriel de nutrition et santé, où on a déjà intégré les soins de planification familiale et les soins de nutrition. Mais
malheureusement, il y a eu les coupes de financement de l'USAID qui nous a un peu bousculés. Nous avons promis d'augmenter la couverture dans les divisions provinciales offrant les services de santé maternelle. Et l'état de réalisation, ça reste faible parce qu'il y a eu ce coupe de financement. Et dans les 13 divisions provinciales, nous avons un taux de couverture qui avoisine 60% dans la DPS. Mais c'est vraiment yo-yo parce qu'il y a des zones d'insécurité. C'est pour ça que j'ai posé la question hier pour dire ça nous empêche parfois de travailler correctement, bien que nous avons mis en place un dispositif minimum d'urgence à travers les humanitaires qui nous aident un peu à avancer dans les zones rouges. Alors, l'action prioritaire, l'autre action, c'était améliorer la qualité des services, des prestations maternelles. Par rapport à ça, nous avons aussi mobilisé les ressources pour actualiser le SNIS, en corrigeant les erreurs de compréhension sur les données de la planification familiale du postpartum. Parce qu'on l'utilise déjà, mais il y avait quand même eu la transcription difficile à comprendre et nous avons actualisé ces outils de collecte et de rapportage des données, ainsi que le manuel de remplissage. Mais le pays continue à avoir besoin de ressources pour le renforcement des capacités parce que maintenant nous avons actualisé, il faut maintenant aller renforcer les capacités pour être sûr qu'on va nous donner les vrais résultats sur le truc. Harmoniser le curricula de formation des différentes catégories de prestataires pour les écoles infirmières, ainsi de suite, des sages-femmes. Ma question hier aussi, c'était les séances de travail ont été organisées avec l'association des gynécologues et obstétriciens pour mettre à jour le curricula, intégrer vraiment toutes ces notions d'intégration. Et le curricula de formation est en cours d'emploi, sont mis à jour. Maintenant, les séances de travail avec les différentes institutions d'enseignement supérieur aussi sont à jour pour pouvoir réaliser ça. Nous avions aussi demandé de pouvoir évaluer notre plan stratégique. On avait un plan stratégique de planification familiale 2020-2025 qui est fini. Et il est en cours d'évaluation. Et puis jusqu'au 23 mars, et dès que c'est fini, on écrit un nouveau plan. C'est vrai qu'on a pris du retard là-dessus parce que le financement a fait défaut. Mais on a été financé on a eu le financement de CIF. Et on est en train de travailler là-dessus. Et l'élaboration du plan stratégique prochain 2026-2030, il est aussi, on va le faire juste après l'évaluation, mais le pays doit encore mobiliser d'autres fonds parce que jusque-là, on avait les fonds juste pour l'évaluation. Alors, par rapport aux ressources mobilisées, les partenaires. Ici, on a eu une grande partie de ressources, ce n'est pas mentionné là-bas malheureusement, qui sont venues du gouvernement, à peu près 15%. En additionnel, parce qu'avec la mise en place et la gratuité de la maternité, on a mis 42 millions comme premier paquet. Et puis après, les partenaires se sont alignés. On a les CIF et le PARS, la Banque mondiale aussi. Et on a... donc 15% du gouvernement, 35% à peu près avec les partenaires et 45 à 50%, ce sont des fonds qui vont venir sur les cotisations à travers le Fonds de solidarité de la santé. Les décrets ont déjà été pris. On va prendre de l'argent à la source à la population, surtout aux travailleurs, pour pouvoir permettre de financer les soins de santé de la mère, qui est vraiment le premier paquet. Docteur Toumba, vous avez 1 minute pour Merci conclure. beaucoup, je vais terminer. Et voilà. Donc, on vous a montré les 4 provinces par rapport au projet multisectoriel de nutrition et santé. C'est là qu'on a mis la couverture de 78% à peu près. On vous a mis le nombre des établissements de soins et puis les structures réelles qui offrent. Donc, cette couverture varie entre 30 et 78%. Les défis restent énormes. C'est la mobilisation. Les ressources du gouvernement, c'est vrai, ce qu'il y a eu, c'est épuisé parce que c'était des ressources annuelles. Maintenant, les autres ressources sont prévues, mais c'est le déblocage qui pose le problème.
Et il y a aussi, il faut vulgariser les documents normatifs de cette intégration-là. On a commencé. On nous a dit qu'on est un pays continent, on doit continuer la vulgarisation du protocole de Maputo parce qu'on s'est vraiment rendu compte que c'est vraiment un levier très, très important pour pouvoir appliquer notre planification familiale du post-abortum. Les réunions sont aussi en cours pour la modification du code pénal en s'adaptant au protocole de Maputo parce que jusque-là, on l'utilisait seulement dans le cas de viol, inceste et si la vie de la mère et du nouveau-né, de la mère ou du nouveau-né pose problème. Et on a aussi besoin de ressources pour l'amélioration de la qualité des données. Dans le SNIS, ça avait été dit. Nous avons besoin d'un appui technique, surtout dans le sens de venir. C'est pas facile. Donc, nous sommes déjà en train d'intégrer les services, mais nous avons besoin de votre partage d'expérience avec la majorité de nos... Merci beaucoup pour éviter vraiment cette verticalisation, mais nous sommes quand même déjà bien intégrés avec la nutrition. Voilà, donc je pense que pour le reste, voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur le président de la séance. Nous voudrions vraiment vous remercier pour nous avoir conviés à cette rencontre qui nous aide à acquérir aussi des expériences en partant de ce qui a été réalisé dans vos différents pays. Donc la RCA, la République centrafricaine, c'est un des pays de l'Afrique centrale qui a pour population autour de 6 millions. Hein. Et il faut retenir que l'indice synthétique de fécondité est pratiquement de 6,4 enfants par femme. Cependant, nous avons encore une prévalence contraceptive qui est assez faible, autour de 14,4%, et des besoins non satisfaits encore assez élevés, pratiquement 30% selon les derniers rapports de FP2030 de 2025. Aux dernières estimations du système des Nations Unies sur le ratio de mortalité maternelle, nous sommes maintenant à 692 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, ce qui a été régressé comparé en 2015, on était autour de 835 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Et nous avons un sérieux problème en termes de densité de personnel de santé, où nous avons pratiquement moins d'un médecin pour 10 000 habitants, et également moins de 2 sages-femmes pour 10 000 habitants, ce qui reste aussi un défi important pour le pays. Nous connaissons les causes de décès maternels en République centrafricaine. C'est principalement les dystocies, le travail prolongé, mais surtout les complications liées aux avortements non sécurisés qui sont dus aux grossesses non planifiées, ce qui montre vraiment tout l'intérêt pour nous de pouvoir améliorer nos indicateurs en matière de planification familiale pour adresser la question de mortalité maternelle. Et donc, devant ces indicateurs peu reluisants, en RCA, il y a eu la concertation avec les partenaires techniques et financiers qui a abouti au développement d'un dossier d'investissement pour la santé reproductive maternelle, néonatale, infantile et adolescente de 2024-2026 qui est en cours d'exécution. Et dans ce dossier d'investissement, les interventions s'articulent autour de 5 domaines, dont un domaine est consacré pratiquement à la planification familiale et également aux soins post-abortants. Et récemment, autour du 6 novembre, le chef de l'État a eu à lancer l'initiative présidentielle Zéro décès évitable qui vise à mobiliser tous les acteurs autour de la survie maternelle et néonatale. Nous avons eu des priorités en 2024 que nous allons rapidement les parcourir en termes d'état de réalisation. La première priorité était de réviser et valider tout ce qui est document normatif pour pouvoir introduire le concept de l'intégration de planification familiale en postpartum, de la nutrition. Nous avons presque tous les documents ont été révisés, entre autres
il y a eu la révision du guide de prise en charge de l'avortement sécurisé. Il y a eu également l'élaboration d'un plan stratégique de planification familiale 2025-2030 qui a pris en compte la planification familiale du post-partum. Une autre priorité était de renforcer la coordination, le suivi et l'évaluation pour ce processus d'intégration. Pour cela, nous sommes autour de 50%. Ce qui est réalisé, nous avons un groupe thématique de santé sexuelle et reproductive qui discute effectivement de la question de l'intégration, de planification familiale. Lors de ces réunions, pratiquement, c'est des réunions trimestrielles. Comme autre priorité que nous avions identifiée en 2024, c'était la création d'un environnement de travail favorable dans les formations sanitaires, au moins dans 5 districts sanitaires. Nous sommes à 50%. Cela est concrétisé par la disponibilité des intrants. Toutefois, nous connaissons encore une insuffisance vraiment en ressources humaines. Et une autre priorité, c'est de réviser les indicateurs, les outils de collecte qui devraient prendre en compte les variables liées à la planification familiale du post-partum. Ce qui a été fait, les documents, les outils primaires de collecte de données ont été révisés, intégrant le concept, les variables de planification familiale en post-partum. Et c'est dans cette année 2026 que nous allons procéder vraiment à l'opérationnalisation pour pouvoir collecter les données. Une autre priorité, c'est de renforcer la sécurisation des produits SR. Pour cette priorité, nous sommes autour de 70% parce qu'il y a eu la réalisation de l'enquête sur la sécurisation des produits SR, l'élaboration d'un document de procédure technique et de gestion des produits SR. Il y a eu aussi l'achat des produits, des véhicules pour assurer la distribution de ces produits à l'intérieur des régions et aussi la construction d'au moins 3 dépôts régionaux qui viennent renforcer effectivement cette chaîne de sécurisation des produits SR. Nous avons planifié, nous avons identifié aussi comme priorité, c'était de réaliser l'enquête démographique et de santé, ce que nous n'avons pas fait, mais néanmoins, nous avons réalisé une enquête nationale sur la mortalité maternelle. Cette enquête les données ont été collectées en 2025 et nous sommes en phase de l'analyse des données. Donc, en quelques semaines, nous espérons avoir les données de cette enquête nationale de mortalité maternelle. Et une des priorités aussi, c'était de réaliser une recherche pour l'évaluation de la mise en œuvre de l'intégration. Cette priorité n'est pas encore, on n'a pas véritablement réalisé. Nous sommes pratiquement à 0% et nous comptons pouvoir planifier les actions dans ce sens pour cette année 2026. Les partenaires, nous avons l'UNFPA, l'OMS, le Fonds mondial, la Banque mondiale Gavi, qui nous soutiennent dans l'intégration de la planification familiale du post-partum. Et pour 2024, surtout 2025, nous avons totalisé au moins un soutien autour de 122 millions. Et aussi, il y a le gouvernement qui appuie autour de 496 millions. Ce montant prend en compte aussi les coûts des contraceptifs, des intrants qui sont achetés. Et nous avons un gap parce que nous avons un plan stratégique de planification familiale avec des plans opérationnels de façon annuelle. Et donc, pour 2026, nous devrions avoir au moins 4 milliards 363 millions pour pouvoir couvrir les besoins en PF. Et donc, en termes de couverture géographique pour cette intégration, sur 7 régions, nous avons pu toucher 3 régions qui fait autour de 16 districts sanitaires, donc soit 46%. Et nous voudrions au moins souligner que tous nos districts sanitaires sont régulièrement ravitaillés en produits contraceptifs. Toutefois, les défis restent. Le premier défi, c'est ce que je l'avais dit, faible production en ressources humaines en santé. Et aussi, il y a une insuffisance en ressources financières. Toutefois, l'un des défis, c'est l'absence encore de révision du curricula de formation qui prend en compte le concept de planification familiale en post-partum. Et donc, besoin d'assistance, oui. Nous avons besoin, comme on avait vu, comment est-ce que le professeur Traoré
vraiment de l'expérience. Dans ce sens, nous voudrions bien avoir vraiment cet appui pour accélérer un peu l'enseignement de l'intégration au niveau de nos établissements scolaires, parce qu'il y a une opportunité aujourd'hui. Il y a eu la création de 3 écoles régionales des sages-femmes, des assistantes accoucheuses, et nous pensons que si vraiment cette intégration est enseignée, c'est vraiment une grosse opportunité pour nous pour que ça soit mis en œuvre. Et bien sûr, une des opportunités aussi, c'est nous sommes en train de préparer un forum national sur la planification familiale, et c'est vraiment une grosse opportunité pour pouvoir aussi sensibiliser, discuter de la question de planification familiale du postpartum, mais aussi de l'intégration de la nutrition et des autres services. Donc, c'est des grosses opportunités pour nous. En conclusion, nous disons que l'intégration a connu des avancées. Toutefois, des efforts restent à fournir pour son extension, et nous voudrions avoir une assistance technique aussi pour nous appuyer dans l'organisation de ce forum national sur la planification familiale prévu en ce mois de mars 2026. Je vous remercie. Merci, Dr Omaric. Je vais passer la parole au facilitateur principal. Merci. Nous sommes un peu coincés par le temps. Merci beaucoup. Donc, il y a des ajustements peut-être à faire. Absolument. Nous allons très rapidement prendre 2 questions avec votre permission, une personne à gauche, une personne à droite. Et juste après cela, nous allons faire la pause et les discussions peuvent continuer. Les discussions peuvent continuer à la pause. On mettra la pause à profit. 2 questions, surtout ceux qui n'ont pas encore parlé. Oui, monsieur, allez-y en même temps. Précision, s'il vous plaît, nom du pays et la question. On va juste suivre la question. Bonjour tout le monde, moi c'est Gassim Sissé, directeur national je viens de la Guinée. J'ai juste un constat, c'est qu'en venant ici, on allait parler de l'intégration qui est étendue à la vaccination, mais j'en ai moins entendu parler. Et le Tchad qui a parlé de la vaccination, la couverture qui est utilisée par le Tchad est la couverture administrative. Et les données d'enquête seraient encore mieux. Et je dirais que le problème essentiel que j'ai remarqué, c'est les besoins non satisfaits en planification familiale. Et pour la vaccination, il y a les occasions manquées de vaccination. Donc, la résolution de ces 2 problèmes qui ont à peu près les mêmes causes mérite aussi une attention particulière. Et donc, je dirais que pour la RDC, j'aurais souhaité savoir quelle est l'approche qui a été utilisée. Cela est valable d'ailleurs pour tous les présentateurs, pour combler le gap laissé par le retrait du financement de l'USAID, parce que ça c'est en tout cas une situation qui touche à tous les pays. Donc il serait important d'avoir des informations ici, partager les expériences pour que nous puissions au retour utiliser ces mécanismes-là afin d'améliorer la mobilisation des ressources domestiques. Merci. Merci beaucoup. Une question sur ma gauche. Il n'y en a pas? Alors, donc, nous prenons alors professeur Traoré. Merci beaucoup. Bon, c'est pas l'extrême gauche, mais c'est gauche-centre. Non, je voulais juste intervenir pour faire des suggestions ou peut-être des recommandations. Je reviens un peu sur la première présentation, enfin le premier lot. Je ne sais pas, peut-être qu'on pourra toujours en parler parce qu'il y a eu une interpellation pour les sociétés savantes. Je pense que de plus en plus, les sociétés savantes de gynéco travaillent avec l'association des sages-femmes du pays. Donc, ce qu'on pourrait peut-être suggérer à l'équipe du Tchad, c'est peut-être de rapprocher le professeur Foumsou. On peut faciliter pour que vous puissiez véritablement travailler ensemble, parce que c'est clair que seule une société ne peut pas gérer. Voilà, donc il faut que... Et nous, on peut profiter des sociétés de sages-femmes parce qu'elles sont plus nombreuses en termes d'effectifs, donc ça peut aider. Pour le Tchad, pour la RCA, bon, je voulais juste rappeler que quand nous avons fait l'intégration, le premier atelier a été tenu à Bangui. Et
il y avait une forte délégation de Bangui qui était présente. Et peut-être qu'il faut continuer à réfléchir avec les partenaires qui pourraient éventuellement aider à assurer ou à appuyer cette action, parce que tous les partenaires ne sont pas partout. Donc, il faut identifier les partenaires qui peuvent intervenir à ce niveau-là pour qu'on puisse vous accompagner. C'est d'autant plus important que quand nous étions allés pour le congrès de la Société de gynéco du Bangui, le président de la République était dans la salle. Et il avait dit, et ça m'a beaucoup marqué, qu'avant, le problème, c'est qu'il n'y avait pas de ressources pour recruter les gens. Maintenant, il y a les ressources. Le problème, c'est qu'il n'y a personne à recruter. Ah bon? Oui, il a dit, tout le monde était là. Le professeur Sepou, toute son équipe, l'association, tout le monde était là. Et on a compris on avait pensé que c'était des propos politiques. Mais après, on a demandé, effectivement, c'est vrai. Ça veut dire qu'il y a un gros problème de ressources humaines. Donc, je pense que ça, c'est rare de voir il y a l'argent, mais il n'y a pas quelqu'un qu'on peut recruter pour faire le travail. Donc, je pense qu'on peut travailler ensemble pour... Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Damiba. Est-ce qu'il y aurait des réactions des panélistes par rapport aux interventions? Je veux parler des 3 derniers pays. Et s'il n'y en a pas, je vous remercie. Vous voulez parler, docteur? OK. Merci beaucoup. Non. Pardon? D'accord, 30 secondes, s'il vous plaît. Oui, allez-y, 30 secondes. S'il vous plaît. Merci beaucoup, on me donne 30 secondes. Je veux vous dire que par rapport à la mobilisation des ressources domestiques, donc c'est fait dans le sens que le gouvernement déjà participe avec 15%. Pour les autres, il y a un fonds de FONAREV, un fonds national pour l'indemnisation des victimes de violences basées sur le genre. Donc, il prélève directement 11% des ressources chez les miniers pour la réparation intégrale des victimes de violences sexuelles. Et puis, il y a un fonds de solidarité de la santé. À travers ça, il y a la participation, j'ai dit 40% de la population. Donc, on va prendre $2 chez chaque personne pour pouvoir constituer un fonds à travers une caisse de solidarité d'assurance maladie. Donc, voilà un peu si vous voulez savoir par rapport à la mobilisation de ressources domestiques. Merci beaucoup. C'était donc le 4e panel de cette réunion, un panel qui adressait les avancées de l'intégration dans 5 pays de l'Afrique centrale, plus Madagascar, le Burundi, le Tchad, le Cameroun, la RDC et la RCA. Merci beaucoup. Merci à tous les panélistes. Merci aux modérateurs. Alors, nous prendrons 15 minutes de pause, s'il vous plaît. Merci beaucoup.